Retour de l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous, il est 23 h. On regarde le titre de ce journal. 28 ans après sa disparition, les Ivoiriens se souviennent toujours de Félix Houphouët-Boigny. Le bélier de Yamoussoukro nous a quittés un 7 décembre 1993. Ce jour anniversaire de sa disparition a été marqué par une messe à la basilique Notre-Dame de la Paix. À quelques jours des congés de Noël, les cours se poursuivent bel et bien malgré quelques tentatives de perturbation enregistrées dans certains établissements depuis la semaine dernière. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait le point de la situation. On en parle dans quelques instants dans cette édition. Et puis les acteurs de la pêche locale artisanale sont aux abois. Ils rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier, parfois hérité pour certains de leurs parents depuis plusieurs générations. La diminution de certaines espèces de poissons et l'usage de produits toxiques en est la cause. C'est le dossier EcoPlus de ce mardi. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1, 7 décembre 1993, 7 décembre 2021, 28 ans déjà que Félix Houphouët-Boigny s'est endormi dans la paix du Seigneur. La date anniversaire de la disparition du premier président de la République de Côte d'Ivoire a été commémorée à travers une messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Une messe certes, mais aussi des souvenirs de l'homme d'État et du père de la nation ont été revisités. Michel Digré. C'est le 7 décembre 1993 que ce qui était encore une rumeur quelques jours plus tôt a été officiellement annoncé aux Ivoiriens. 28 années se sont écoulées, mais ce jour reste encore gravé dans la mémoire collective. J'étais allé en consultation, c'est là-bas que le médecin est sorti, il a dit, il a balancé ça comme ça, que c'est officiel, hein, le président est décédé. Mais là j'ai failli piquer une crise même. Moi, je ne me dis pas qu'il est décédé, hein. Il se repose. Les jeunes générations ne l'ont pas connu, mais le portent en estime. J'ai entendu parler de lui à l'école. C'est lui qui était le premier président de la Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de lui que la Côte d'Ivoire a connu son indépendance. J'étais encore petit quand il décidait, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est 30 années qu'il a passé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Même si après sa mort, le pays a connu tout ce qu'on sait, mais je sais que lui s'était battu pour la paix. La bataille de la paix, il y était attaché et était prêt à hausser le ton pour se faire entendre. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué, un pays diminué, que nous n'avons plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix? Vous voulez que nous soyons une sorte de robot pour voter des motions et des motions? Ah non, ah non, non. Félix Houphouët-Boigny savait aussi manier la carotte et le bâton. Clovis Sewa, journaliste et syndicaliste, s'en souvient. Le syndicat à l'époque se considérait comme l'opposition. On nous a fait envoyer dans l'armée à Séguéla, c'est une formation aussi. Hein. Bon, une punition, formation. Bon. On en est sorti quand même ragaillardi quand même, un peu plus mûr. Oui, on connaît mieux les réalités politiques. Décédé à Yamoussoukro, le 1er février, la dépouille du défunt est transférée à Abidjan pour recevoir les hommages. Le 5 février, le cortège funèbre reprend la route de Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny sera enterré le 7 février dans le caveau familial qu'il se plaisait à présenter à ses invités. C'est ma tombe. 28 ans après son décès, de nombreux Ivoiriens continuent de pleurer la mort de celui qui aura incarné la vie politique du pays pendant plus d'un demi-siècle. C'était ça, le président Félix Houphouët-Boigny. Il reste présent dans la mémoire collective. L'homme restera dans le souvenir des Ivoiriens de tous bords, homme de paix, de dialogue et de développement. Les éloges ne tarissent pas à l'évocation de Félix Houphouët-Boigny. Près de 30 ans après sa disparition, les Ivoiriens demeurent en admiration du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Retour à Yamoussoukro pour parler du projet de loi portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2022. Le projet de loi et son annexe fiscale ont été adoptés. Une adoption à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Un budget qui s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA. On en parle avec Kader Sogodogo.
4 jours de travaux, 41 budgets, programmes ministériels examinés à la loupe. Pour le round final, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, après avoir présenté le budget global, obtient le quitus de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, la KEF. Le projet de loi de finances portant un budget pour l'année 2022 est adopté à l'unanimité des suffrages exprimés par la Commission des affaires économiques et financières. 9 901 milliards 072 millions 348 791 francs CFA. Chaque centime sera utilisé pour rendre effectif la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire où chaque compartiment se transforme qualitativement. Vous savez, il y a de grandes ambitions qui sont annoncées. Réduire donc la pauvreté de moitié, faire doubler le PIB par tête d'ici à 2030. Donc ça nécessite évidemment d'avoir des ressources. Et nous sommes contents de savoir que les vénérables sénateurs ont marqué leur satisfaction, leur assentiment sur les propositions qui leur ont été faites. L'annexe fiscale 2022 soumise au vote des sénateurs a été également validée. C'est une annexe fiscale qui est plutôt soft par rapport à des annexes fiscales qu'on a connues par le passé. Nous mettons plus l'accent sur l'amélioration des performances de l'administration fiscale et douanière à travers la modernisation et donc la réduction de toutes les déperditions qu'on peut noter ça et là. Impôts, douanes et toutes les autres régies financières, le plus dur commence maintenant. Le budget 2022 est connu. Sa mobilisation commence dès à présent. Tous au travail. Retour à Abidjan pour parler de la rencontre entre la CEI, la Commission électorale indépendante, le groupement des partis politiques de Côte d'Ivoire, l'élection, instrument de renforcement de la paix. C'est le thème abordé par le président de l'institution chargée de la bonne tenue des élections dans notre pays, Ibrahim Koulibaly Cuibière, les a appelés à participer au jeu électoral sans violence. C'est un témoignage de Sidonie Davila. Les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Face aux violences observées lors des élections, ils sont appelés à une synergie d'action avec la CEI. Je vous demande déjà de nous aider à former nos gars qui sont sur le terrain ou à porter même à notre connaissance les faits qui sont susceptibles d'entacher la sincérité du scrutin. C'est cela. Le fait d'attirer l'attention du préfet ou des membres de la commission électorale sur place, mais c'est déjà important. Les partis politiques constituent pour la CEI des partenaires clés. Ibrahim Koulibaly Cubière, le président de la CEI, a accentué sa communication sur leur rôle avec quelques conseils d'usage. Il faut contrôler le processus, mais de façon courtoise, en ayant vos représentants sur toute l'étendue du territoire. Pendant plus de 2 heures d'horloge, la CEI et ses partenaires, les partis politiques, ont échangé sur leurs problèmes communs. Une approche participative qui séduit plus d'un. Les partis politiques demandent à la CEI que la CEI s'approche des Ivoiriens, des citoyens qui sont des électeurs. Et que la CEI compose avec les partis politiques qui sont les animateurs de la vie politique. C'est un grand pas que la CEI fait. Il faut aller sur le terrain, il faut travailler avec les acteurs. C'est une démarche pédagogique que nous apprécions à sa juste valeur. Mener cette démarche auprès de la population concourt à faire en sorte que cette population ait confiance à la commission électorale indépendante. Les personnes en situation de handicap s'intéressent à la politique. Il y a certains qui militent dans des partis politiques. Il y a certains aussi qui sont même présidents de partis politiques, même des personnes sourdes. Donc, l'important que ces personnes puissent réellement avoir accès à le processus même électoral. ONG, société civile, était également à cette rencontre d'échange qui vient boucler la boucle de la tournée de sensibilisation de la CEI. En toile de fond, l'élection, instrument de renforcement de la paix. Et on ouvre maintenant une lucarne sur le RGPH 2021 et c'est juste après le jingle. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère du Plan et du Développement.
Le 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021, débuté le 8 novembre 2021, a rencontré l'adhésion massive des populations. Cependant, à l'issue des 21 jours initialement prévus, l'opération RGPH 2021 a connu des difficultés dans certaines localités, dont Abidjan. Afin donc de permettre à l'ensemble des populations d'être recensées, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a donné des instructions à l'effet de la proroger du 28 novembre au 7 décembre 2021. Cette période a permis aux agents recenseurs de faire un ratissage efficace. En effet, après une bonne communication ciblée qui a renforcé l'adhésion des populations, nous pouvons affirmer que l'opération du dénombrement s'est bien déroulée sur l'ensemble du territoire national. Les remontées dans le serveur central du projet font état de 24 952 249 000 personnes recensées à date sur une prévision de 29 105 787, soit un taux d'achèvement de 86%. À l'évidence, certaines populations ne sont pas encore recensées à ce jour. Soucieux de l'exhaustivité de l'opération, son Excellence M. Alassane Ouattara a marqué son accord pour une dernière prorogation de la période de ratissage afin de permettre l'enrôlement des cas résiduels. Ainsi, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2021. Cependant, eu égard à l'état d'avancement de l'opération, nous démobilisons dès ce jour 29 000 agents de terrain sur un total de 36 134. Les 7 000 agents maintenus continueront le ratissage sur l'ensemble du territoire national. Nous invitons la population à prendre toutes les dispositions utiles pour se faire recenser durant cette période. Fait à Abidjan le 7 décembre 2021, signé Niali Kaba. Le phénomène n'a presque jamais été éradiqué. Le syndrome des congés anticipés refait à nouveau surface. Les cours ont été perturbés dans plusieurs localités de l'intérieur du pays ces dernières semaines et la semaine dernière également, sinon ces dernières heures. Comment le ministère de l'Éducation nationale compte s'y prendre face à la situation? La réponse dans ce reportage de Sephora Zegui. Lycée moderne de Andokwa, cet établissement de la commune de Yopougon a connu des heures chaudes le mercredi 1er décembre dernier. Entre 9h et 9h30, il y a eu un remue-ménage dans la cour et on s'est rendu compte, après information, on s'est aperçu que c'était des élèves qui avaient sauté la clôture pour venir perturber les cours. L'incident est à mettre au compte du malheureux phénomène des congés anticipés. Lorsque les congés de Noël approchent, il y a des mouvements d'élèves qui viennent nous empêcher de travailler effectivement par des jeux de pierre. Mais cette fois, aussi bien à Yopougon que dans d'autres communes comme celle d'Anyama, il a été vite maîtrisé et les élèves assaillants et leurs complices mis aux arrêts. L'après-midi, il y avait les devoirs. Et donc le calme est revenu, ils ont fait le devoir. Depuis matin, nous vaquons à nos occupations. Les cours se déroulent normalement et il n'y a pas eu de perturbation. Pour cette année scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tient au strict respect du canton Morez, condition d'une école de qualité. Pour mettre fin à ce phénomène social, ces services ont maintenu la répression, mais ils ont surtout accentué la sensibilisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Moi, Joël. Aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les chaînes de télévision, des messages clairs relayés par les chefs d'établissement. Messages bien perçus par la majorité des élèves. Nous sommes dans la classe des examens, ça nous pénalise, ça nous bloque et ça fait que nous ne pouvons pas terminer les cours. La journée du lundi 6 décembre a enregistré quelques perturbations dans plusieurs établissements sur toute l'étendue du territoire. Des élèves qui tentaient de mettre en pratique des messages relayés sur certaines de leurs plateformes de discussion. Mais la détermination du ministère de tutelle à respecter le calendrier scolaire a pu ramener le calme et les cours se déroulent comme d'habitude dans la sérénité.
Autre chose à présent, en Côte d'Ivoire, la pêche artisanale est à la croisée des chemins. Elle fait face à la rareté des espèces de poissons ou encore à l'utilisation de produits prohibés. Même si elle reste l'un des piliers de la production nationale de poissons, la filière fait face à de nombreuses difficultés. Des difficultés qui amènent les acteurs à s'organiser pour sauver leur activité. Les difficultés de la pêche artisanale à Lozoya, dans le département de Guitry. C'est le dossier EcoPlus proposé ce soir et il est signé Jean-Luc Bangbo. Le soleil se lève sur Lozoya-Île, un petit village de pêcheurs, bout de terre émergé au cœur de la lagune Tadjo, à une 50aine de kilomètres de Grand Laou. Il est presque 8 heures du matin lorsque Apollos Loboué rentre de la pêche avec une bien maigre provision. C'est la pêche du jour qui est là. Ça, c'est les harengs. Vous voyez, les harengs, on peut les avoir en plus, beaucoup. Mais actuellement, avec ces 200 mètres, il n'y a eu qu'un seul hareng. C'est que rien ne va. Une situation qui dure depuis de longs mois et qu'Apollos explique par la surexploitation de l'aire de pêche ainsi que l'usage de méthodes peu recommandables. Il y a beaucoup de pêcheurs et ils ont plus de 1000 à 2000 mètres de filets. Alors que nous, ici, ils partent partout et ils ont tous les mailles. Il y a des mailles qui ne sont pas normales. Autre raison évoquée par le pêcheur, la pollution de la lagune. On pompe tout. Donc quand le ruissellement de la pluie arrive, de là-haut, ça ne fait que tuer les poissons. Actuellement, l'eau chauffe à des degrés. Des fois, il y a des poissons qui meurent qu'on ne comprend pas. Résultat, la pêche qui a toujours été pour ces populations la principale source de revenus n'est plus qu'une activité de subsistance. La pêche artisanale représente plus de 60% de la production nationale de poissons, qui est de l'ordre de 100 000 tonnes. Outre les revenus et les emplois qu'elle doit garantir, ce type de pêche est appelé à jouer également un rôle important au niveau de la sécurité alimentaire. À Lozoya-Île, ces missions sont bien compromises. La rareté de poissons de qualité a plombé les revenus des vendeuses. C'est plus gros que ça. Mais pour le moment, comme l'eau n'est pas bonne, la lagune n'est pas bonne, bon, les poissons ne sont pas encore de chose. Parce que les femmes qui achètent le poisson, elles nous fatiguent. Parce que quand c'est petit, là, quand tu lui donnes du poisson, elle touche, elle dit bon, il faut mettre encore, mets cadeau. Parce que tu es obligé de mettre, parce que tu ne peux plus te retourner au village avec. Les femmes assistent impuissantes à la baisse drastique de leur chiffre d'affaires. On vend, il a attrapé 2 ou 3 cuvettes. Quand on va sur le marché, bon, si on enlève l'un de cuvettes, on a un bénéfice de 60 ou 70 000 comme bénéfice. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il a eu. Avec les dépenses, si tu en as tout, tu as 5 000 francs de bénéfice. Le poisson de qualité, un bien lointain souvenir ici, à Lozoya-Île. Nos parents disaient qu'il y avait du bon poisson de la lagune, de gros poissons de la lagune. Ils ont bien mangé, mais aujourd'hui, c'est que nous les enfants, nous trouvons aussi, c'est ça. C'est comme si j'ai trouvé aussi. C'est le plus petit poisson. Badji Begré Gilbert a bien connu cette époque d'abondance de la pêche. Aujourd'hui, il n'a pas de mots assez forts pour qualifier la situation qui traverse son village. Sur le plan social, c'est une catastrophe. Parce que la jeunesse est là, elle est des traditions des pêcheurs, et il ne peut pas aller au champ, il ne peut rien avoir aussi dans la pêche, ils deviennent quoi? C'est la misère. Chef de village de Lozoya-Île depuis le mois de juillet 2021, il a décidé avec ses notables d'assainir la pratique de la pêche. Nous sommes en train de mettre en place un comité pour essayer de mettre en place une réglementation de la pêche qu'on va appliquer et qui peut aboutir sur le repos biologique, trouver des baies qu'on va surveiller de sorte que les poissons aillent se reproduire dans ces baies et qu'on puisse en avoir en abondance. Un comité de surveillance, principale déclinaison du plan de sauvetage mis en place par la notabilité de Lozoya-Île, piloté par des jeunes volontaires du village. Le produit, quand on met dans l'eau, non seulement ça tue les poissons, et quand on mange, on a des problèmes. Ça arrive à soudain, ça tue des gens. Ça appauvrit l'eau. C'est pourquoi on ne veut pas que ça se joue dans notre eau. Le comité veille surtout au respect des zones de pêche qui ont été définies par les villageois. Les étrangers ont leurs coins de pêche et les autochtones aussi ont leurs coins de pêche. C'est dans le coin des autochtones que les étrangers viennent pêcher souvent avec les petites mailles de filet là. Ok, ça n'arrange pas la population. Quand c'est comme ça, il n'y a pas assez de poissons. Donc on essaie de suivre l'eau, on essaie de les chasser
ne pas qu'ils viennent pêcher pour avoir un peu de poisson. Pour donner plus de poids à cette répartition des zones de pêche, la chefferie sollicite l'appui des pouvoirs publics. Que le gouvernement nous appuie au niveau de la réglementation de la pêche. C'est comme un arrêté pour interdire certaines pratiques. Grand Laou, situé à une cinquantaine de kilomètres, partage le même paradoxe que Lozwa. Dans la ville des Trois Eaux, le poisson se fait rare. Un paradoxe contre lequel lutte aujourd'hui le préfet de la région. À Grand Laou, un arrêté portant donc interdiction de la pêche du 1er mai au 31 octobre 2021. À l'effet de faire en sorte que pendant 6 mois, les poissons puissent se reproduire. Des mesures contre la pêche traditionnelle irrégulière, mais également contre les navires de pêche qui se retrouvent dans les eaux sans autorisation. Nous avons des bateaux qui viennent de l'extérieur, qui sont dans nos eaux. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ces bateaux sont dans nos eaux. Et donc, avec l'arrondissement des affaires maritimes, des mesures sont prises pour que chaque fois que ces bateaux-là rentrent dans nos eaux, nous faisons en sorte de les interpeller donc pour les repousser. L'autorité préfectorale veut faire de Grand Laou le point d'ancrage de la production du poisson ivoirien et contribuer à partir de cette région à la satisfaction des besoins nationaux estimés à quelques 600 000 tonnes. La Côte d'Ivoire dépend à 85% de l'importation, une importation qui coûte un peu plus de 300 milliards de francs CFA à l'économie du pays. Les difficultés de la pêche artisanale, un dossier de Jean-Louis Gbangbo à revoir sur RTI 1. On parle maintenant de financement avec plusieurs petites et moyennes entreprises qui sont à l'école du Crédit Bail. Elles participent à une session de formation sur le mécanisme du leasing, un outil innovant et alternatif en matière de financement. Et c'est une idée du ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec le ministère des PME. Le reportage de Cheikh Koné. Ces chefs d'entreprise et promoteurs de PME, 50 au total, ils sont tous attentifs devant les avantages du crédit bail qui leur est expliqué. Des explications qui démontrent bien la différence entre le crédit bancaire classique et le crédit bail. En guise d'exemple, l'apport initial ou la garantie qui est proscrite dans le cadre du crédit bail ou encore un amortissement court sur la durée du contrat. Tout le contraire du crédit bancaire. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur financier qui vulgarise l'utilisation du crédit bail. Les besoins de financement des PME sont importants. Ce n'est pas toujours que ces PME-là ont la possibilité de se financer. Donc le crédit bail se présente comme étant un outil alternatif. En Côte d'Ivoire, le marché du leasing ou encore crédit bail est tenu par 9 établissements qui offrent des avantages multiformes. En dépit de l'adoption d'une loi réglementant la pratique, le marché du crédit bail peine à se développer au regard du potentiel financier local. Pour le ministre Anoblé, ce mécanisme a besoin d'être vulgarisé pour le bonheur des PME. Le marché du crédit bail est resté peu développé en Côte d'Ivoire. On l'utilise plus pour acheter des véhicules et c'est tout. Et pourtant, il est indéniable que l'économie ivoirienne a plus besoin de recourir à ce mécanisme afin de s'assurer la place qui est la sienne dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire représente à elle seule 60% du chiffre d'affaires du crédit bail dans la sous-région. En 2020, près de 100 milliards de francs CFA ont été octroyés sous forme de crédit bail aux PME. Un mot de défense nationale à présent, c'était la rentrée solennelle de l'Académie des forces armées de Zambakro. Le lancement du 3e cours d'études supérieures et de défense a été marqué par la signature d'un partenariat avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Nos envoyés spéciaux ont aussi assisté à la pose de la première pierre du futur amphithéâtre de l'Académie et une leçon inaugurale sur le thème Armée et République. Zakaria Traoré, à Boussanogo. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à l'Académie des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro pour la rentrée solennelle du 3e cours d'études supérieures de défense. Une rentrée solennelle qui a débuté par la signature du partenariat entre l'état-major général des armées et l'université Alassane Ouattara de Bouaké
pour le Master 2, Gouvernance sécuritaire et défense. L'inauguration du nouveau bâtiment dortoir des stagiaires et la pose de la première pierre du prochain amphithéâtre de la dite académie, inauguré en 2019 et qui joue un rôle important dans la sous-région dans les domaines de la formation des élites militaires. 18 auditeurs représentant 12 pays africains composent la 3e promotion du cours d'études supérieures de défense. C'est une grande fierté pour nous de contribuer modestement à la formation des élites militaires de nos pays. Nous nous réjouissons de ce que chaque année, de plus en plus de pays frères nous rejoignent en nous confiant la formation de leurs officiers supérieurs. L'université Alassane Ouattara de Bouaké s'est félicitée de la signature du partenariat avec le cours d'études supérieures de défense. Ce partenariat gagnant-gagnant permettra d'atteindre les objectifs clairement identifiés, à savoir proposer des modules de formation saisissant le champ dynamique de la sécurité et de la défense, développer une approche intégrée de la formation, favorisant une collaboration entre praticiens et enseignants-chercheurs du domaine. Le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a invité les auditeurs du 3e cours d'études supérieures de défense au travail. Lorsque germait l'idée de doter la Côte d'Ivoire d'un institut de formation de ce niveau, nul ne pouvait présager de sa montée en puissance en un laps de temps. C'est le lieu pour moi de féliciter l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien qui porte cette ambition chère à notre pays, celle de l'appropriation du processus de formation des ressources humaines militaires. Chers auditeurs de la session 2021-2022, il nous faudra apprendre à penser autrement, à sortir des sentiers battus, afin de faire face aux problématiques de défense auxquelles nos pays sont confrontés. La leçon inaugurale portant sur l'armée et la République a été prononcée par le professeur Anzoumana Ouattara de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Santé à présent avec notamment le point de la situation de la Covid-19 au 7 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 7 décembre 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 1926 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 15 guéris et 0 décès. À la date du 7 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 844 cas confirmés, dont 60 890 personnes guéries, 706 décès et 242 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 164 056. Le 6 décembre, 32 466 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 685 169 doses du 1er mars au 6 décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Un mot de politique avant de continuer. Les femmes du quartier Sidessi dans la commune de Yopougon s'engagent à soutenir les actions du président de la République. C'est en tout cas la promesse faite au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des associations féminines avec lesquelles le professeur Adama Diawara a communié. C'est un compte-rendu de Moussa Konaté. C'est dans cette ambiance festive que les femmes du quartier Sidessi dans la commune de Yopougon ont voulu témoigner leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Une mobilisation pour saluer les actions de développement du président de la République en présence du ministre Adama Diawara. Au rendez-vous du donner et du recevoir, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est à juste titre que toutes les personnes ici réunies n'ont pas hésité à effectuer les déplacements pour soutenir son sens de partage et de générosité. Honoré par cette organisation de femmes qui revendique 3000 adhérentes, le ministre Adama Diawara a rassuré ces dames de la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être des populations. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire connaît une paix indéniable et qui plus est, cette paix est doublée de développement également indéniable. Et cela à travers la construction d'infrastructures telles que les ponts, les routes, les écoles, les collèges, les lycées et les universités,
l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité et j'en passe. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai exhorté nos mamans, nos sœurs, nos filles à être des soutiens indéfectibles pour le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Selon Adama Diawara, la politique est un creuset de vivre ensemble, du partage et de la solidarité. C'est pourquoi il a exhorté les femmes de Yopougon-Sidessi à être des ambassadrices de paix. Et on termine avec un mot de culture. La 12e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est pour bientôt. Elle se tiendra du 5 au 12 mars 2022. Mais déjà, la nouvelle équipe dirigée par Patrick Hervé Yapi est à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Cette année, un accent particulier sera mis sur la technicité et la structuration des œuvres artistiques et intellectuelles. On en sait davantage avec Serge Pacom Didi et Issa Chonayo. Une fresque symbole d'un brassage culturel et intergénérationnel. Une chorégraphie qui met en scène des dévanciers, la génération actuelle et à venir du Massa. À 3 mois de l'événement, les répétitions ont atteint une vitesse de croisière. À la veille du lancement officiel, la nouvelle direction met déjà la bouchée double pour la réussite de cette 12e édition qui se tiendra en mars 2022, avec pour thème les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. C'est le thème, simplement, c'est de passer, comme j'ai dit, à une vraie industrialisation de la culture. Et cela passe absolument par la formation et la numérisation. Le lancement, il aura l'hymne du Massa, qu'on va faire savoir au public. La technicité, la structuration des œuvres artistiques et intellectuelles, une grande communication autour du marché des arts du spectacle d'Abidjan, un Massa qui ne se limitera pas à la biennale, sont entre autres les défis majeurs de la nouvelle direction du Massa. Aujourd'hui, avec la nouvelle direction, c'est une autre vision qui est donnée au Massa, ce qui suscite de l'engouement. Je suis retenue pour le Massa et c'est une fierté pour moi de participer. En termes de visibilité, le Massa nous donne cette plateforme-là de pouvoir nous exprimer. Les mélomanes s'éloignaient un peu du Massa. Donc le travail immédiat qu'il fallait faire, c'est de le ramener au Massa en passant par une série de communications. Il n'y aura plus de temps mort. Sur les 2 ans, des formations par discipline et une innovation majeure aussi, nous allons faire aussi des tournées à l'intérieur du pays. Rencontres professionnelles, ateliers de formation, activités d'environnement marqueront l'édition 2022 du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Ainsi se referme cette édition. L'info revient demain à 6h30 avec Régis Kofi. Quant à moi, je vous retrouve demain également, mercredi à 23h. Bonsoir et que la paix soit avec vous.